Lorsque l'on vit et travaille à plein temps dans un fourgon aménagé, ou même lorsqu'on part en road trip quelques semaines, on sort de notre confort sédentaire et surtout des certitudes qui constituent une partie de notre vie. Pour passer ce cap et limiter les incertitudes, on a besoin d'outils qui nous aident au quotidien à nous organiser et à trouver des repères. Je parlais dans une vidéo précédente de la nécessité de se créer une routine, et ces applications m'y aident vraiment. On va commencer par les applications importantes pour les déplacements, que ce soit avec le véhicule, à vélo ou à pied. Je planifie mes road trips avec Google Maps. Rien d'original à ça. Par contre, je bute souvent sur les limites imposées, notamment par le nombre de points de passage pour un itinéraire. Mais pour le reste, cette application n'a pas de concurrence à son niveau. La visualisation Street View me permet de voir les entrées des chemins par exemple, pour évaluer s'ils sont praticables ou fermés. De voir la taille des places des parkings d'un supermarché ou dans une ville. Le mode satellite me permet de trouver des spots isolés et le nombre assez dingue de photos permet de se faire une bonne idée d'un lieu que l'on souhaite voir. C'est gratuit. Alors oui, je sais, dans ce cas, c'est nous le produit. Mais c'est efficace, malgré les quelques limitations dommageables pour mon utilisation. Et je fais ça en complément de mon navigateur web, dont je parlerai à la fin, et l'ensemble est un outil redoutable de planification. En GPS pour la route, j'utilise parfois Waze, mais le plus souvent c'est Sigic. C'est une application GPS alternative qui a plusieurs versions. La version standard est payante et coûte 19 € par an, mais il y a très souvent des remises et des réductions. Par contre, elle apporte des fonctionnalités vraiment intéressantes par rapport à Waze. Les applications Sigic sont très utilisées par les routiers et du coup, les tarifs des carburants sont très bien répertoriés dans tous les pays dans lesquels je suis passé. L'interface permet de voir d'un coup d'œil les stations sur la route et les tarifs. Ça permet souvent de faire pas mal d'économies, notamment par exemple si une station 10 km après est beaucoup moins chère, on va reporter un petit peu le moment du plein. On a ensuite l'anticipation des changements de limitation de vitesse. Ça c'est vraiment intéressant. Un point apparaît sur la carte avec la nouvelle limite et sa distance. Et quand on connaît le côté fourbe de l'administration pour l'installation des radars, parfois juste après un panneau de changement de limitation de vitesse, c'est une fonction vraiment au top. On a ensuite la présence d'une vue en réalité augmentée qui simplifie énormément la circulation en ville. Alors au départ, ça paraît vraiment un gadget, mais franchement, je vous promets qu'à l'utilisation, c'est vraiment tip-top. Ça se sert de la caméra de votre téléphone et ça affiche par-dessus les flèches qui changent de dimension au fur et à mesure qu'on s'approche de l'endroit où on doit tourner. Franchement, c'est top. Un autre avantage, c'est que les cartes sont téléchargées et qu'elles sont donc présentes hors ligne. C'est souvent emmerdant lorsqu'on a des coupures internet pendant qu'on roule de perdre la cartographie. Là, c'est pas le cas, puisque de toute façon, quand on roule, le GPS a la vitesse, les cartes sont présentes sur la cartographie, donc du coup, il n'y a aucune coupure. Et pour finir, contrairement à Waze, la cartographie est disponible en plusieurs versions, 2D, 3D, satellite, etc. Moi perso, je trouve ça plutôt utile. Pour le reste, on retrouve les fonctions habituelles de ce genre d'application, telles que les positions des radars ou les embouteillages, etc. À partir de cette version standard, on a accès à une option dédiée aux camping-cars et caravanes. Ça apporte des fonctionnalités qui sont vraiment extrêmement intéressantes. La prise en compte du poids et des dimensions du véhicule pour déterminer l'itinéraire. Ça, c'est indispensable si on ne veut pas se retrouver arrêté comme un con avant un pont sous lequel on ne peut pas passer parce qu'il est trop bas. Et ça m'est arrivé lorsque je n'utilisais que Waze. Ensuite, il y a la présence de milliers de points dédiés aux camping-cars, des aires, des parkings, etc. Cette option, bien entendu, est payante. Et cette fois-ci, c'est 59 €, mais une fois pour toutes. Alors oui, ça commence à faire cher au total. Mais comparé au GPS dédié que l'on trouve dans le commerce, ça reste vraiment raisonnable. Et les fonctionnalités totales sont vraiment bien foutues. Et aujourd'hui, après 9 mois d'utilisation, je ne regrette absolument pas d'avoir investi dans ce système. Après, si vous préférez, il existe aussi une version de l'application entière dédiée aux camions et camping-cars. Elle coûte aussi 59 € en une seule fois. Elle a toutes les fonctionnalités de l'option camping-car, mais pas les options spécifiques à la version standard, comme la vue en réalité augmentée ou les multiples versions de la cartographie par exemple. Une fois arrivé sur un spot, j'utilise souvent mon vélo électrique. Ça va d'ailleurs faire l'objet d'une vidéo ces prochaines semaines. J'ai testé pas mal d'applications qui permettent de se déplacer en vélo, et en campagne, c'est Komoot la plus efficace. J'utilise la version payante Monde à 30 €, mais la version gratuite peut suffire si on reste dans une région. C'est d'ailleurs une application qui permet aussi bien de créer un itinéraire en vélo qu'en randonnée à pied. Dans mes road trips, c'est une app que j'utilise vraiment très souvent. Si j'arrive en ville pour une visite, je vais utiliser Citymapper. C'est un must absolu dans les grandes villes. Sans elle, j'aurais vécu un enfer à Istanbul par exemple. Tous les transports en commun sont répertoriés, avec la plupart du temps les horaires pour chacun d'entre eux et même les tarifs.
Aller d'un point A à un point B dans une métropole devient un jeu d'enfant avec cette application. Certes, Google Maps propose aussi ce genre de choses, mais c'est très loin de la performance de Citymapper. Et le top, c'est que toutes les fonctionnalités sont gratuites si on accepte quelques pubs. Mais il est possible de les supprimer pour 10 € par an. En dehors des déplacements, la vie nomade impose de trouver des lieux pour stationner. Et pour ça, j'utilise majoritairement 3 applications. La première est incontournable, c'est Park4Night. Alors oui, avec le développement de la van life, les spots répertoriés sont souvent bondés en saison, c'est indéniable. Mais la liste est tellement énorme désormais qu'on arrive quand même à trouver des solutions. Et si, comme moi, on voyage surtout hors saison, tout redevient assez simple. Mais finalement, cette application me sert surtout pour trouver des lieux de service. Des laveries, des pleins d'eau, des bornes de vidange, etc. La fonction de filtre est d'une efficacité redoutable et avec l'habitude, on finit par retrouver rapidement ce qu'on cherche. Le bémol que je donnerai, ce sont les commentaires souvent peu pertinents et ou peu objectifs. Alors notez que cette app n'est intéressante qu'en version payante à 10 € par an. La version gratuite est bien trop bridée pour être utilisée de manière utile. Dernière chose, j'utilise souvent Park4Night et Google Maps de concert. Je regarde l'emplacement d'un spot sur la première et je cherche ensuite des alternatives non répertoriées à proximité sur la seconde. Et là, c'est souvent le bingo et des spots totalement sauvages avec personne dessus. Et comme certains pays sont encore un peu limités dans Park4Night, j'utilise du coup une deuxième application qui est eOverlander. On arrive à trouver des spots qui ne sont pas dans la première et sont moins fréquentés. Je n'utilise que la version gratuite et que si je n'arrive pas à trouver un spot sur Park4Night et Google Maps. Mais c'est quand même une application intéressante. Enfin, dernière application de stationnement, c'est EasyPark. Elle est plus destinée au stationnement en ville ou en zone très touristique, mais elle permet de réserver des stationnements à l'avance dans des parkings payants et surveillés et se trouve être des fois aussi la seule solution de paiement pour un parking. Ça a été le cas en Norvège ou en Autriche notamment et à plusieurs reprises. Elle n'apporte rien de plus, mais permet parfois de s'en sortir. Et elle est gratuite. Pour réaliser un road trip dans les meilleures conditions possibles, il faut anticiper au mieux la météo. Prévoir une randonnée et se retrouver le matin comme des cons sur des trombes d'eau, c'est pas le top. Pas plus que de se retrouver coincé sur la route dans une tempête de neige. La météo est un élément important lorsqu'on est nomade, et encore plus si on part dans des lieux un peu extrêmes, comme encore une fois la Laponie en hiver. Pour la météo, j'utilise essentiellement Windy. L'interface est simple et intuitive, et la possibilité d'avoir accès à plusieurs modèles de prévision et à pouvoir les comparer permet d'avoir une meilleure vision de ce qui pourrait se passer. Les nombreuses cartes disponibles permettent d'anticiper ou de voir en temps réel la situation météo pour un lieu donné. Une autre utilisation quasi quotidienne que j'en fais, c'est pour le vent sur les spots. Parce que se faire bouger par du vent fort lorsqu'on est stationné, ce n'est pas agréable et ça peut même devenir dangereux. Lorsque je suis garé sur un spot potentiellement exposé, je vérifie la direction du vent pour me garer face à lui et être plus confortable et en sécurité. Je regarde aussi si un changement de direction est prévu durant la nuit et je mets une alarme si c'est le cas. Alors je sais, certains vont se foutre de ma gueule, mais les risques météo sont importants dans ma vie depuis longtemps, voilà pourquoi j'adapte ma manière de les gérer à mon mode de vie. On passe maintenant aux 2 dernières applications indispensables à l'étranger. La première, c'est Google Translate. Elle m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises en Turquie. C'est un pays où très peu de langues étrangères sont parlées lorsque l'on est sorti des grandes villes et des zones touristiques. Et franchement, sans application de traduction, la vie aurait été bien plus compliquée sur place. Le mode de discussion est vraiment bon et permet d'engager un vrai dialogue. C'est clairement pas fluide, mais on finit par largement s'y habituer et ça permet vraiment d'avoir de nombreux contacts avec la population locale et de créer du lien. Pareil pour la traduction en direct depuis l'appareil photo. C'est un gros avantage pour les panneaux d'information par exemple, ou même ça m'est arrivé souvent pour les courses, parce que des fois, il y a une boîte et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bref, celle-là, elle est juste indispensable et gratuite aussi. Pour des traductions un peu plus poussées, j'utilise aussi DeepL, qui offre souvent de bien meilleurs résultats grâce à une IA performante. Mais l'absence de mode de discussion fait qu'on ne peut pas se passer de Google Translate au final. La seconde, qui n'a d'intérêt qu'en dehors de la zone euro, c'est Currency. C'est une petite application très simple et fonctionnelle pour des conversions de devises. Simple, rapide, efficace, tout ce dont on a besoin est là, sans fioriture. Et un petit widget permet même de voir l'évolution du taux de change sur la page d'accueil, ça m'a été très utile en Turquie, avec un taux très volatile qui pouvait changer de plusieurs pourcents par jour. Voilà mes 10 applications indispensables en road trip. Mais je vais vous rajouter quelques trucs. À l'étranger, n'hésitez pas à télécharger une application météo de l'organisme local ou utiliser son site web.
Dans des pays très exposés, ça fera souvent une grande différence. Je l'ai vu en Norvège. Là où Windy ne prévoyait rien, l'application locale prévoyait des chutes de neige. Et c'est souvent elle qui avait raison. Ensuite, dans les pays où les routes sont soumises à une grosse pression météorologique, comme en Scandinavie, une application locale ou un site web des services de la circulation sera un atout majeur. En Norvège toujours, beaucoup de routes sont fermées l'hiver et le site vegvesen.no recense tout ça en temps réel avec pas mal d'infos et surtout beaucoup de webcams qui permettent de voir la situation. Le site est aussi relié aux principaux opérateurs de ferry et permet d'accéder facilement aux horaires. Et on trouve des équivalents à ce site dans de nombreux pays. Pour ceux qui ont des forfaits de téléphonie limités, notamment à l'étranger, et qui n'ont pas basculé comme moi sur Starlink, le Wi-Fi reste une bonne solution. Et pour trouver des spots, la meilleure application est Wi-Fi Map, avec beaucoup de hotspots valides répertoriés et avec parfois les mots de passe. Celle-là aussi, ça vaut le coup de l'avoir, même si on l'utilise peu. Et enfin, je vais vous parler de mon navigateur internet Arc Browser. Ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise, et il me serait aujourd'hui impossible de revenir en arrière. Dans mon mode de vie nomade, les fonctions qu'il propose sont particulièrement adaptées, à la fois à la programmation des trajets, mais aussi pour plein d'autres choses. D'ailleurs, on passe vite sur l'ordinateur et on jette un petit coup d'œil. Bon, voilà à quoi ressemble mon navigateur internet qui s'appelle donc Arc Browser. Alors, il y a plusieurs choses qui le singularisent vraiment. Après, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Je vais juste vous donner l'ensemble pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'utilise ça dans le cadre de ma vie de nomade. Tout d'abord, c'est un navigateur qui littéralement élimine la notion d'onglet et de favoris et qui les fusionne en une seule et même chose. Vous voyez, on n'a plus en haut les onglets, les barres d'onglets, il n'y a plus rien. On a juste verticalement à gauche, ou on peut le mettre ailleurs, une barre qui permet de regrouper tous les favoris, tout ce qu'on fait. Donc chaque élément qui est ici, c'est à la fois un favori, mais à la fois aussi un onglet. Si je viens appuyer là, hop, voilà, on arrive sur le site de la Poste. Et c'est comme s'il y en avait un onglet. Ils peuvent être bien entendu rangés dans des dossiers, comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Ça, ce sont des onglets qui sont permanents et des favoris qui sont permanents. En haut, on a en plus une zone vraiment d'applications que l'on utilise le plus souvent, de sites internet que l'on utilise le plus souvent et qui permet de les avoir sous forme d'icônes et d'y accéder très rapidement. Et donc si on vient en bas, on a une troisième catégorie d'onglets qui sont des onglets dits éphémères. On va aller chercher Google Drive par exemple. On a bien accès à notre site internet. Le truc, c'est que vous voyez cet onglet, il s'est ouvert dans cette zone-là. Et cette zone-là, on peut paramétrer et dire par exemple, tous les 24 heures, je veux que les onglets qui sont ouverts là-dedans soient fermés automatiquement. Ça, c'est une zone permanente. Ça, c'est une zone permanente. Ça, c'est une zone temporaire. Alors jusque-là, rien de bien extraordinaire, si ce n'est quand même ce côté qui pour moi me semble tellement plus évident qu'avoir d'un côté des onglets et de l'autre côté une barre défilante qui se referme systématiquement avec les favoris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout en bas, on a des espaces. Donc là, je suis sur mon espace principal, mais on peut aller sur mon espace lié à mon compte météo tropical. Donc là, vous voyez, je suis connecté à YouTube sur bien mon compte météo tropical. Pareil pour mes mails, pareil pour mon YouTube Studio et pareil pour AdSense et pour tout le reste. Si je reviens ici et que je reviens sur Google, vous voyez, je suis pas connecté en fait. Donc en fait, sur chaque espace, on peut attribuer un profil de connexion qui va permettre d'avoir des espaces qui sont parfaitement étanches les uns aux autres. Alors, ça paraît pas très important comme ça, mais ça l'est en fait, tout simplement pour le tracking que font les sites. C'est-à-dire que chaque site, en mettant ce qu'on appelle des pixels invisibles, vont pouvoir savoir où vous allez sur quel autre site. Google, typiquement, ou Facebook, sont les grands spécialistes de ça. Donc, ils peuvent vous traquer. Le problème, c'est que si je suis pas connecté ici à Google, Google peut pas savoir que c'est moi qui suis allé sur le site de la Poste ou ailleurs. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant que ça soit étanche. Donc chaque espace fonctionne de la même manière. Hein. Vous avez les sites les plus utilisés, vos favoris ici, et ensuite vous avez la possibilité de rajouter des onglets éphémères. Donc j'ai un troisième espace qui est mon espace achat avec Amazon, avec AliExpress, avec différentes choses, avec différents comptes ici aussi, mon Amazon Partner. Ensuite, si je continue à avancer, j'ai un espace météo, 100% météo, là où j'ai tous mes liens
qui me permettent de faire un suivi météo quotidien pour mon analyse météo et cyclonique aux Antilles. Ensuite, j'ai un autre espace qui est mon espace typiquement dédié à l'ensemble Facebook, puisque j'ai Insta, Facebook et Thread. Et donc là, par exemple, voilà, Facebook est totalement enfermé dans un profil et dans un espace. Et donc, Facebook sait ce que je fais dans cet espace-là, puisque c'est que des sites à lui. Mais dès que je surfe ailleurs, il le sait pas parce que tous mes autres espaces sont déconnectés de Facebook. J'ai aussi, comme j'ai pour la météo, j'ai mon espace Van Aventure en fait. Pareil, hein, sur lequel j'ai mes chaînes YouTube, mes parcs Fortnite, différentes choses qui me servent au quotidien. Et on va y revenir parce que ici c'est très important dans le cadre de mes road trips, comment je gère mes road trips à partir de ces zones-là. Ensuite, j'ai aussi un espace qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc par exemple, j'ai ChatGPT, voilà, j'ai tous mes outils d'intelligence artificielle d'IA qui me servent à créer une partie des vidéos et à faire beaucoup de choses, notamment l'automatisation sur le site de Météo Tropical. Et enfin, j'ai un dernier espace qui est mon espace de live, puisque je stream toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine sur la chaîne YouTube de Météo Tropical, et donc je stream à partir de cette zone-là qui me permet d'avoir des slides en fait, hein. Il suffit que je ferme le volet et donc du coup je peux passer avec mon Stream Deck, je peux passer d'un onglet à un autre comme si j'avais une présentation en fait, d'accord, voilà. Donc ça c'est mes espaces. Donc chaque espace est étanche par rapport aux autres en termes de connexion aux différents sites. Ça, c'est vraiment la chose qui est relativement importante. Alors, pourquoi ce navigateur a de l'importance pour moi en termes de planification? Tout simplement parce que cette barre d'onglets ici et de favoris va me permettre de travailler sur un road trip entier sur chacune de mes étapes. Par exemple, si on vient d'un voyage, on va aller chercher la Scandinavie, on va aller chercher les routes en Norvège. Donc ça, c'était mon road trip de la dernière fois. Et voilà, on vient dans les routes qui sont faites, hein, puisque j'ai plus rien à faire, forcément. Donc à partir de là, c'est facile. Je crée chaque fois jour 1, par exemple. Donc j'ai ma route pour le jour 1 et ainsi de suite pour le jour 2. D'accord, voilà. Donc ça me permet comme ça de planifier très facilement. D'accord. Une fois que j'ai fait le jour 1, par exemple, c'est assez facile. Je demande de dupliquer ce favori. Hop, je reviens dessus, j'inverse la route et je supprime celui-là. Et par exemple, je vais dire, bah, puisque je suis parti de là, je veux venir ici. Bon, c'est un exemple, hein, n'importe quoi. Itinéraire vers ce lieu, hop, voilà. Et donc du coup, c'est fini, mon itinéraire est dans mon navigateur. Donc je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que j'ai une vision permanente de chacune des étapes à gauche et j'ai pas besoin d'aller chercher dans mes onglets là-haut horizontalement. Ben, forcément, quand on en a beaucoup, on n'arrive plus à lire ce qu'il y a dessus puisqu'il n'y a plus que 2-3 caractères affichés, d'une part. Et d'autre part, si on les met dans les favoris, ben, il faut dérouler la barre des favoris, aller faire de la recherche et tout, ce qui n'est pas très efficace. Donc moi, je trouve qu'en tout cas pour mon utilisation, c'est vraiment un outil absolument exceptionnel. Voilà, ça répond complètement à tout ce que je fais. Alors, il a été créé pour Mac initialement et il existe maintenant aussi en version Windows. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il est totalement gratuit. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Il fonctionne sur le moteur Chromium, ce qui veut dire que toutes les extensions de Chrome sont utilisables pour ce système-là. D'ailleurs, par exemple, vous voyez ici, j'ai... mon bloqueur de pub qui est là, toutes mes extensions sont là. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées directement dans le navigateur. Par exemple, si je viens ici, je vais pouvoir faire une capture d'écran d'une partie de l'écran. Je vais pouvoir faire une capture de l'écran complet. Je vais pouvoir aussi modifier cette page-là avec du CSS. Par exemple, si ici, je veux que ça soit sur fond vert, par exemple, je peux tout à fait le faire à partir de là. Je peux bloquer la localisation, qui permet de faire de la lecture picture in picture, ça veut dire d'avoir une vidéo qui tourne en arrière-plan et qui est dans un petit encadré. Donc par exemple, si je reviens ici à ma chaîne YouTube et que je demande de lire le Ventour,
Hop, il s'affiche là. Maintenant, si je reviens sur mon onglet ici, on voit ma vidéo continue. Alors, beaucoup d'autres navigateurs le font, mais il le fait très très bien avec des outils d'avance rapide, de fermeture rapide et tout. Donc voilà, il propose absolument tout ce que les autres navigateurs proposent déjà, sauf que lui, il rajoute énormément de choses par-dessus. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Ça fait partie, ça pour le coup, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus, que ce soit en road trip, que ce soit en stationnement, n'importe où. Arc Browser, c'est vraiment devenu la base, quoi. Je fais absolument tout dessus. Voilà, on a fait le tour de mes applications indispensables dans ma vie de nomade. J'en utilise bien entendu beaucoup d'autres, mais celles-là sont vraiment essentielles. Si vous voulez savoir comment je suis passé à la connexion Internet par satellite Starlink, cette série de vidéos devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!